Les problèmes arrivent quand les métiers se font automatiser plus rapidement que les humains ne peuvent en changer. À force de réfléchir à ce qui peut arriver, eh bien, on se rend compte que ça peut mener à des catastrophes. On a toujours eu peur du développement technologique, on a toujours avancé des scénarios catastrophiques, il s'est rien passé. Si un système d'IA suffisamment puissant est développé dans les prochaines décennies, sans mesure de sûreté, je ne m'attends pas à survivre, je ne m'attends pas à ce que tu survives, je ne m'attends pas à ce que quiconque survive. Bonjour Jérémy. Bonjour Gilles. Écoute, je suis ravi de pouvoir t'accueillir dans ce premier podcast organisé par Posia, qui je l'espère est le premier d'une longue série où on va parler des dangers de l'intelligence artificielle sous un format peut-être un peu particulier puisque on va aujourd'hui ensemble mettre en avant les arguments de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle ne présente pas de risque, peu de risque, en tout cas pas de risque catastrophique. Alors Jérémy, tu es chercheur en sécurité et gouvernance de l'IA et tu fais de la vulgarisation également, de la vulgarisation scientifique, notamment sur le problème de l'alignement des IA. J'ai une première question à te poser, et ce n'est pas un piège, hein, rassure-toi. Qu'est-ce qui te rend aujourd'hui légitime à aborder ces sujets et pourquoi est-ce que tu souhaites mener ce combat? Alors, la première réponse, parce que nous sommes en France et qu'il faut sortir les diplômes, j'ai un doctorat en intelligence artificielle, je suis ingénieur en intelligence artificielle de profession, mais ça fait environ 10 ans que j'étudie le domaine de la sûreté et de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de lire beaucoup de papiers, mais comme ce domaine est encore un domaine assez jeune, ça implique aussi de vulgariser et de former des gens à ce problème de l'alignement qui n'est pas forcément intuitif. Donc, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai donné des formations dans ce domaine. J'ai pu échanger du coup avec beaucoup de mes collègues qui, eux, travaillent dans des laboratoires, généralement dans des pays anglophones. Et à présent que le domaine de la sûreté démarre du bon pied en France, je peux apporter quelque chose de plus concret géographiquement, localement. Sur le plan non réjouissant, ma réponse la plus courte à cette question, c'est je voudrais survivre. Et ma réponse un peu plus longue, c'est que l'intelligence artificielle, ça me passionne depuis que je suis gamin. Je suis extrêmement enthousiaste sur les bénéfices que peut apporter l'intelligence artificielle, tous les problèmes que ce domaine peut nous aider à résoudre. Mais à force de réfléchir à ce qui peut arriver si cette technologie est mal développée ou développée sans assez de garde-fous ou de précautions, eh bien, on se rend compte que ça peut mener à des catastrophes. Et j'aime pas les catastrophes. C'est un peu le même, le même principe que étant gamin, les gens veulent sauver des vies ou s'engager dans une cause humanitaire pour aller aider des gens victimes de catastrophes naturelles ou d'aller dans la santé. Et moi, mon rêve, c'était je veux pousser l'intelligence artificielle très très loin parce que je ne vois pas le problème. Et j'ai eu cet écho beaucoup plus tard de bah non, en fait, il risque d'y avoir des problèmes et je veux faire ma part pour faire en sorte que ces problèmes n'arrivent pas. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu le sais, je suis musicien de profession et j'ai toujours été passionné également par l'intelligence artificielle, ce qui fait que maintenant aussi j'ai envie de consacrer du temps au risque, mais sans être un expert. Et là, j'ai une courte anecdote à donner, c'est que ma compagne, que je bassine à longueur de journée, la pauvre, avec ces questions-là, a vraiment été sensibilisée au sujet le jour où elle a écouté un podcast de Maxime Ford, qui est cofondateur de Pose IA, et qui, lui, est expert en intelligence artificielle, et qui disait mot pour mot ce que je lui avais déjà expliqué avant, le fait que moi, je n'étais pas légitime en tant que expert dans le domaine. Bien, elle a eu besoin d'avoir ce discours d'un expert. Donc, je suis très content d'être à ma place aujourd'hui
à t'interviewer et que tu puisses répondre aux questions plutôt que l'inverse. Sur ce sujet précis, en termes de légitimité, je suis vraiment pas le plus grand expert du monde. Assez grande plâtrée de scientifiques reconnus avancent des arguments extrêmement similaires à ceux que je vais répéter ici. Si vous cherchez de la légitimité en sûreté de l'IA et en gouvernance de l'IA, vous allez trouver des gens. Si tout ce qu'il vous faut, c'est des gens reconnus qui disent exactement la même chose que moi, vous allez en trouver. Merci pour ces précisions. On va donc t'écouter toi. C'est pas tout à fait une question, c'est plutôt des affirmations, des points de vue que les personnes qui pensent que l'IA n'est pas dangereuse avancent. La première, qui va peut-être parler à beaucoup de gens, c'est la suivante. L'IA va créer plus d'emplois qu'elle n'en détruira. L'IA promet des bénéfices immenses pour la société. Pourquoi s'en priver? Il y a il y a beaucoup de technologies qui ont des bénéfices immenses, tout en ayant des conséquences pas forcément splendides. Je prends par exemple les énergies fossiles. Ça sert à alimenter des machines qui démultiplient notre force physique. Bon, ce sont peut-être des ressources limitées, mais tant qu'on en a, pourquoi ne pas les exploiter? C'est absolument formidable. Mais il se trouve que ça crée des émissions, ça crée des gaz à effet de serre, et on obtient des conséquences à long terme qui, si elles ne sont pas gérées, sont catastrophiques. Il y a assez peu de technologies où l'on peut dire « Ah, ça fait des choses bien, je vais donc appuyer sur l'accélérateur très vite parce que puisque ça fait des choses positives, rien ne peut aller mal. » Au contraire, pour un domaine plus net, c'est tout ce qui est transport. C'est extrêmement bien d'avoir des transports qui nous permettent d'aller. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher à faire de la sûreté, des ceintures de sécurité, d'avoir un code de la route. Parce que dire, bon, bah, on va laisser tout le monde conduire, c'est merveilleux, tout le monde peut aller où l'on veut. Oui, mais il faut des règles. Mais pourquoi il y a des règles? Parce qu'il peut y avoir des connaissances négatives et des connaissances positives. Alors, ça, c'était l'argument général pour dire on peut avoir une technologie avec du bon et du moins bon. Il faut gérer le moins bon pour ne pas regretter de voir le bon. Plus spécifiquement, l'intelligence artificielle va créer, va créer plus d'emplois qu'elle va n'en détruire. Exactement. Alors, ça fait lien avec le rapport de la commission de l'IA qui a été publié en mars dernier, dont on a fait une contre-expertise, qui finalement regarde les études des dernières années et vu qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce sujet. Les emplois, eh bien, peut-être qu'il y en aura qui seront supprimés, mais d'autres créés, remplacés. Pas d'inquiétude particulière à ce niveau. C'est-à-dire que les humains ont une tendance extrêmement forte à ne pas vouloir rester les bras croisés. Quand on automatise un métier, alors, je vais apporter les nuances nécessaires, on automatise généralement pas un métier entier, mais des parties d'un métier, des tâches qui font partie du métier et qui permettent à ceux qui font le métier d'aller plus vite, de se concentrer sur autre chose. Ça peut causer en moyenne des réductions d'emplois, mais c'est assez rare, à part sur des métiers extrêmement spécialisés, qu'un métier se fasse remplacer complètement. C'est assez rare aujourd'hui. La population qui a subi assez durement un remplacement par les machines, c'est pas des humains, c'est les chevaux. C'était au début du XXe siècle où justement l'arrivée de la voiture a rendu une bonne partie de la population des chevaux redondante, dirons-nous, et également une partie des métiers qui étaient dans l'industrie de faire des selles, faire des fers à cheval, et ainsi de suite. Alors, les métiers des chevaux, les chevaux n'ont pas été remplacés. On a mangé beaucoup de cheval dans la première partie du XXe siècle. Autant les chevaux, on avait des utilisations relativement limitées pour eux, relatifs à leur population, autant les humains qui faisaient des selles ont pu trouver d'autres métiers. Ils pouvaient employer leurs compétences dans des domaines qui n'étaient pas menacés par l'automobile.
Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'un des buts du domaine, c'est qu'on essaie de remplacer de façon très générale les tâches humaines. Si vous décrivez un métier et des tâches qui composent un métier, vous allez trouver quelque part sur Terre des chercheurs en intelligence artificielle qui se sont posé la question comment on fait pour automatiser cette tâche. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça va demander 5 ou 10 ans de recherche, ou 20 peut-être? L'intelligence artificielle grignote certaines tâches. Et le problème d'une intelligence artificielle généraliste, qui peut s'appliquer à beaucoup de tâches, c'est qu'elle s'applique à peu près tous les métiers. Donc, à terme, beaucoup plus loin dans les compétences des machines, s'il n'y a pas de catastrophe causée par cette compétence, mais je pense qu'on va y revenir, le problème est que, un humain veut se rabattre sur un autre métier, il se trouve que ce métier est aussi automatisable. Et les problèmes arrivent quand les métiers se font automatiser plus rapidement que les humains ne peuvent en changer. À la fin, les humains n'ont plus d'endroit où ils sont économiquement rentables. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens, et ça n'a plus de sens économiquement pour eux, d'avoir ce métier. Une partie des métiers, mais ça c'est mon opinion personnelle, ont une valeur parce qu'ils sont réalisés par des humains. Donc, on peut parfaitement imaginer que les derniers métiers qui resteront après qu'on ait des IA suffisamment générales, suffisamment compétentes, soient des métiers qui sont valorisés parce qu'ils sont faits par des humains et pas par des machines. Beaucoup de métiers artistiques, je m'attends à ce qu'ils gardent une valeur parce qu'ils sont faits par des humains. Il y a des personnes qui pensent que ça pourrait arriver, ce que tu racontes là, mais peut-être pas d'ici quelques années. Alors ça, est-ce qu'on en sait un peu plus? Je vais donner un peu de contexte parce que prévoir quand est-ce que les machines vont pouvoir faire X, c'est notoirement difficile. Beaucoup s'y sont essayés et se sont cassés les dents. Ça a pris des années avant qu'une machine puisse battre un humain aux échecs. Ça a pris des années avant de pouvoir reconnaître un chat dans une photo. Et on ne sait pas exactement à l'avance prévoir à quel moment on va résoudre cette tâche. C'est pas limité à l'intelligence artificielle. Quelques années avant que les Fairbright fassent leur première machine volante, des gens encore étaient en train de dire que mettre une machine plus lourde que l'air dans les airs, c'est juste impossible. Même techniquement, un peu après, vu que les nouvelles n'allaient pas aussi vite que maintenant, après que la première machine ait volé, il y avait des gens qui disaient encore que c'était impossible dans d'autres parties du monde. Bref, il est très difficile d'avoir une estimation correcte de quand une tâche va être résolue. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une accélération du progrès en intelligence artificielle. Comment on le constate? On constate plus d'investissements dans ce domaine, beaucoup plus de ressources qui sont utilisées pour entraîner des machines de plus en plus grandes, de plus en plus puissantes. Une plus grande adoption de systèmes d'intelligence artificielle. Le dernier grand boom en date, c'était les modèles conversationnels du type ChatGPT qui, comme ils sont très accessibles, permettent à énormément de gens d'interagir avec un système d'intelligence artificielle. Le fait qu'il y ait de l'intérêt fait croître l'investissement dans ces machines. On essaye de faire des machines qui évoluent dans des environnements de plus en plus généraux. Là, tout dernièrement, Anthropic vient de dévoiler leur dernière version de Claude, leur modèle le plus puissant, qui peut faire des actions sur un ordinateur. Et quand je dis des actions, c'est pas une série d'actions spécifiques, c'est essayer de se débrouiller avec un ordinateur en toute généralité. Et quand je dis en toute généralité, c'est vous interagissez avec votre ordinateur à l'aide d'une souris et d'un clavier, et c'est après votre interface qui vous permet de faire n'importe quoi, de faire ce que vous voulez. Et l'idée est que avec une interface commune, vous pouvez contrôler un ordinateur. C'est à peu près la même chose pour un modèle très général. Si
un modèle général arrive à se servir d'un ordinateur avec juste l'équivalent d'une souris et d'un clavier, ce système, cet agent, a accès à tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Donc, ce qu'on constate, c'est que on essaye et on parvient de mieux en mieux à faire des systèmes généraux, suffisamment pour prédire qu'on atteindra une généralité complète dans quelque part entre la fin de la décennie et la fin de la suivante. Certains sont plus optimistes ou pessimistes que d'autres sur le sujet, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que la fin des années 2030. Ce qui est peu. Alors, tu parles du nouveau modèle de Claude, enfin, un nouvel usage qu'on peut en faire sur les ordinateurs. Des personnes diront que l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore du tout au niveau de l'intelligence humaine, et, que les êtres vivants, et que une machine ne pourra jamais ressentir, avoir de volonté, un libre arbitre, et que ses compétences seront toujours limitées et jamais aussi vastes que l'humain, ce qui fait que finalement, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, ça reste un outil. Alors l'outil, c'est une autre question qu'on peut aborder après, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce qu'on doit anthropomorphiser ou non ces modèles? Alors, il n'y a pas besoin qu'une machine copie l'humain, ou fasse comme un humain, ou ait l'air, ou ait le truc qui rend les humains spéciaux, si ça existe, pour rentrer en compétition avec les humains. Par exemple, cas typique, le jeu d'échecs, qui pendant longtemps, un bon niveau aux échecs nécessitait une créativité qui est toute humaine. Non. Il se trouve qu'on peut aussi être très bon aux échecs et mettre les humains sur le tapis avec d'autres méthodes. Ça ne veut pas dire que les machines jouent aux échecs comme les humains. Il y a une différence de style qui est assez bien documentée. Il n'empêche que les conséquences sont que une machine battra systématiquement le champion du monde humain des échecs aux échecs. Si on décrit suffisamment bien une tâche avec une performance, il n'y a pas d'argument théorique pour dire une machine ne pourra jamais dépasser l'humain à cette tâche. L'exception, c'est si vous définissez exprès la tâche pour que l'humain soit toujours en tête. Il y aura pas mieux que les humains si vous mettez dans la description de la tâche être humain. Ah oui, bah, écoutez, vous ne battrez pas les humains à leur propre jeu. Par contre, la majorité des trucs qu'on fait dans le monde, c'est pas notre propre jeu. Reconnaître une pomme pourrie ou pas dans un champ, on peut le définir sans faire référence à les humains sont spéciaux. Savoir exactement comment lancer une fusée pour qu'elle atterrisse sur la Lune et qu'elle ne s'écrase pas dessus, on peut le définir sans avoir le goût humain de l'exploration spatiale. Pour la plupart des tâches, l'immense majorité des tâches, en particulier quand on les met sur le plan de qu'est-ce qui est économiquement productif ou qu'est-ce qui nous permet de survivre, la machine peut être en compétition avec l'humain sur toutes ces tâches. Ça veut dire que, alors, pour enchaîner avec l'idée que l'IA n'est qu'un outil, peut-être qu'on peut parler de ça aussi. Alors, c'est pas non plus le terme outil qui est important là, c'est plutôt ce qu'on fait passer derrière ce mot. C'est-à-dire qu'on utilise l'IA et elle est cadrée, elle est sous notre contrôle. Finalement, on pourrait aussi dire que c'est l'humain qui est dangereux parce il peut aussi tuer quelqu'un avec un marteau dans la rue. Oui. La plupart des IA, la plupart des systèmes d'IA aujourd'hui sont des outils parce que ces machines ne sont pas très compétentes et que généralement, nous, humains, sommes assez compétents pour repasser derrière les machines et dire cette machine n'a pas fait ce que je voulais qu'elle fasse. Cette machine a facilité mon travail de la même façon qu'une perceuse permet de trouver une planche plus vite, mais c'est moi qui la guide. Le guidage aujourd'hui en intelligence artificielle, c'est laisser la machine faire dans un domaine très cadré, voir ce que la machine a fait et valider ou non le résultat. Ça a pris sans doute moins de temps. Tant mieux. Que se passe-t-il quand on crée des machines
qu'on laisse faire un petit peu plus longtemps. Parce que c'est très bien d'avoir un outil, mais quand on doit, par exemple, quand vous êtes en train de conduire une voiture, et que la voiture va très vite, et qu'il faut absolument éviter l'obstacle devant, vous n'avez pas le temps d'avoir votre voiture qui vous dit « Attention, il y a un obstacle, je pense qu'il vaudrait mieux éviter l'obstacle qu'il y a devant en tournant le volant dans les prochaines 300 millisecondes. Le temps que ce message arrive à vos oreilles, vous êtes déjà pris le mur. » Non. Ce que vous voulez, c'est faire temporairement entièrement confiance à la machine. Vous lui donnez le contrôle de la voiture parce que vous faites confiance à ses décisions, parce que vous voulez les conséquences de prendre les décisions rapidement, sans que vous ayez le temps de les superviser. Donc là, le problème devient, est-ce que je peux faire confiance à la machine pour lui donner la main sur, ici c'est une voiture, et ça fait déjà 1 tonne, 2 tonnes, c'est déjà un beau bébé, hein. Mais je peux donner à une machine le contrôle d'autres choses, par exemple une usine ou les ressources informatiques de mon entreprise. Et à partir du moment où vous faites confiance aux décisions de la machine et qu'il est dans votre intérêt de lui faire confiance parce que vous avez constaté que c'est bon, elle prend les bonnes décisions la plupart du temps, ben vous allez le faire. Vous voyez pas ce qui peut mal tourner jusqu'à ce que la machine prenne des décisions mauvaises et vous allez juste absorber les conséquences. Vous allez dire « Ah, c'est bien. Enfin, c'est pas bien. La machine n'a pas fait ce que je voulais. Tant pis, elle a fait des dégâts. Elle nous a fait perdre, je sais pas, 100 000 euros. » Est-ce que vous pouvez absorber les dégâts ou pas? Peut-être, peut-être pas. Que se passe-t-il si la machine est suffisamment puissante pour que vous n'ayez pas le temps de l'arrêter avant qu'il y ait eu une catastrophe? Vous pouvez plus dire tant pis, vu que vous êtes plus là pour... Il y a pas de deuxième essai. Donc, aujourd'hui, on va pas... La tendance dans les prochaines années, c'est qu'on va s'éloigner de la notion d'outil pour se rapprocher de la notion d'agent. On va s'éloigner de la notion de la machine me donne des suggestions et je les valide et après on les implémente à j'ai un certain niveau de confiance dans la machine et je vais la laisser agir de façon autonome. Et peut-être, dans le futur, j'ai des garde-fous que j'espère que j'ai bien mis au bon endroit et je lui dirai de changer sa trajectoire. Le problème va se situer dans toute la partie où l'outil a en fait la confiance de l'humain. Le problème, c'est que quand tu réponds à ces questions-là, on pourrait très bien te dire ensuite, écoute Jérémy, vouloir limiter le développement de l'IA, c'est vouloir mettre un frein à la recherche. Il faut bien qu'on avance. Et puis aussi, si on continue dans ce sens, on a toujours eu peur du développement technologique, on a toujours avancé des scénarios catastrophiques, il s'est rien passé. Alors pourquoi s'inquiéter de nouveau pour une nouvelle avancée Alors, le problème dans les deux commentaires que tu viens d'évoquer, c'est qu'ils font des suppositions derrière, qui sont un peu dans la question et qui sont fausses. Donc, la recherche en capacité, c'est-à-dire permettre à la technologie de faire plus de choses, va de pair avec la recherche en sûreté. Et je vais même être plus clair, la recherche en sûreté, en évitant des catastrophes, permet à la recherche de capacité de progresser sans qu'il y ait des millions de gens qui disent « Stop, ça va dans la mauvaise direction, on arrête tout de suite ». La recherche déteste les catastrophes gigantesques. L'exemple très, très basique de ça est le nucléaire. Le développement des centrales nucléaires a connu un froid mondial après Tchernobyl. La sûreté nucléaire permet d'éviter des catastrophes comme celle-ci. La sûreté nucléaire est pareil, je prends le nucléaire, mais je prends aussi les avions. La recherche en sûreté qui rend les avions plus sûrs et qu'ils s'écrasent moins souvent, le risque zéro n'existe pas, mais extrêmement moins souvent, permet à l'industrie de l'aviation de tourner et de toujours faire des progrès
parce que le public considère que, évidemment qu'on va continuer à rechercher pour faire des meilleurs avions, ils ne s'écrasent pas. C'est utile. Mais comment on sait qu'ils ne s'écrasent pas? Parce qu'il y a de la recherche en sûreté, parce qu'on a confiance dans cette technologie. On ne peut pas faire confiance avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La recherche en capacité ne produit pas toute seule des réponses magiques à oui, mais si ça marche pas. Non, on essaie de faire en sorte que ça marche. Et il y a beaucoup, typiquement en informatique, disons classique, il y a tellement de choses qui peuvent ne pas marcher que la plupart des développeurs informatiques passent une grande partie de leur temps à enlever des bugs. Le premier programme est écrit comme si tout allait bien se passer, et après on découvre à quel point ça va pas marcher, on va corriger, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment peu de problèmes pour que le programme tourne, pour que ça marche dans la plupart des cas. Ça va pas marcher pour les avions parce qu'on n'aime pas trop que les avions s'écrasent et qu'on dise « Oups, on fera mieux la prochaine fois ». On va anticiper les problèmes de la même façon que on va pas attendre qu'un réacteur nucléaire explose pour dire « Oups, on fera mieux la prochaine fois ». On anticipe les problèmes avec de la recherche en sûreté. Donc, les deux, recherche en capacité et recherche en sûreté, vont de pair. La raison pour laquelle on va vouloir freiner la recherche en capacité, c'est parce que il n'y a pas assez de recherche en sûreté. On ne veut pas arrêter le développement de la technologie, on veut l'arrêter avant qu'il y ait une catastrophe. On veut se donner le temps de faire des progrès en sûreté, d'avoir plus de garanties que ça va bien se passer, plutôt que de foncer tête baissée, parce qu'apparemment, foncer tête baissée, ça va causer des catastrophes. Tu fais ce lien, cette comparaison entre le nucléaire, l'aéronautique et l'intelligence artificielle. D'autres personnes te diront qu'un système d'IA numérique virtuel ne peut pas véritablement avoir d'impact, de conséquences majeures, catastrophiques dans le monde réel. Oui, parce qu'en plus, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Et puis, comment imaginer que ce qui est dans ton ordinateur puisse causer un problème massif, quelque chose à l'échelle d'un pays, d'un continent? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme idée pour montrer que c'est pas forcément si vrai que ça? Alors, il y a quelques exemples déjà aujourd'hui de systèmes d'intelligence artificielle qui ont des conséquences négatives. Certains dont on parle généralement assez peu. Un de mes exemples pour les problèmes qu'il y a déjà, ce sont les IA de recommandation. Pensez algorithmes de YouTube ou systèmes d'IA de modération. C'est-à-dire qu'ils vont indiquer sur Facebook de façon automatisée quel message peut être dangereux ou pas. Ça, il faut l'automatiser parce que il y a trop par exemple, de vidéos qui sont postées ou trop de commentaires qui sont postés pour que des humains puissent les traiter tous. Il faut déjà faire un filtre et après, peut-être, on laissera aux humains décider ce qui reste, mais la première vague est faite par les machines. Et le problème, c'est que on n'a pas de forte garantie sur ce que font ces algorithmes. L'algorithme typiquement de YouTube ou de Facebook peut vous proposer des contenus qui vont vous énerver. Parce que si vous vous énervez, vous allez passer plus de temps sur la plateforme. Et ça, c'est bien. Vous allez potentiellement avoir des algorithmes qui discriminent parce que ils conviennent à 90% de la population. Donc, en moyenne, ça va avoir un impact positif, alors même que 10% de la population va avoir des recommandations moins bonnes, moins adaptées, ou que ça va renvoyer juste des erreurs. Aujourd'hui, partout où on a des décisions prises de façon très massive, on a assez peu de garanties sur leur pouvoir de discrimination, leur pouvoir de nuisance et leurs effets à long terme sur la société. Ce sont des machines qui sont déjà déployées. Ce sont des machines qui font déjà des dégâts.
on va finalement assez peu en parler. J'ai pas d'exemple à te sortir, par exemple, de nuée de drones qui va aller chasser des humains en plein New York. J'ai pas de scénario comme ça qui sont très concrets, très visibles, de sorte à ce que ça claque et c'est absolument évident que ce soit catastrophique. Généralement, les catastrophes en cours liées à l'intelligence artificielle sont assez peu visibles. Est-ce que c'est pas ça le problème, d'une certaine manière, dans ce domaine, c'est que on ne voit pas vraiment les problèmes. Ouais. C'est un des problèmes ici. On ne peut pas les imaginer, on peut pas peut-être les anticiper avec clarté. Je veux dire, le grand public n'est pas forcément les connaissances techniques ou pour comprendre ce qui pourrait arriver. Alors, c'est la plupart des décisions automatisées qui arrivent sont faites de façon relativement invisible. C'est-à-dire que vous ne voyez pas pourquoi tel ou tel contenu est recommandé. Des décisions automatisées qui vous concernent, typiquement en France, il va y en avoir relativement peu. Et ce, parce que il y a un règlement général sur la protection des données qui dit, en Europe, si vous êtes soumis à une décision automatisée, l'entreprise qui le fait doit être en mesure de vous expliquer pourquoi cette décision a été prise. Vu qu'expliquer les raisonnements d'un système d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est assez compliqué, on va le faire que pour des choses extrêmement simples. Genre, est-ce que vous avez droit à telle aide? Parce que les critères pour cette aide sont extrêmement formels, genre vous devez avoir en dessous de tel revenu et vous avez tant d'enfants à charge, par exemple, très 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 formel au point où c'est transparent pour les humains, c'est compréhensible. La plupart des décisions opaques qui vous impactent sont des décisions invisibles. Mais premièrement, ça ne veut pas dire qu'elles sont incompréhensible, c'est-à-dire il y a plein de gens qui vont faire de la vulgarisation en intelligence artificielle, qui vont vous expliquer comment marchent à peu près les algorithmes de reconnaissance d'images, de génération de texte, donc la vulgarisation peut toujours se faire. C'est-à-dire si vous passez assez de temps, il n'y a rien de magique, c'est de la technologie, faut y passer du temps un peu pour comprendre. Mais ce ne sont pas des arcanes extrêmement évolués. Il y en a qui font des études là-dessus. Effectivement, pour être un expert dans le domaine, il y a une certaine somme de connaissances à acquérir. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le vulgariser. La plupart de vos décisions, des décisions automatisées qui vous concernent, il y a potentiellement un manque de curiosité de la part du public. Parce que tant que ça marche, vous n'allez pas poser la question de pourquoi ça marche. Lorsque lorsque vous prenez votre smartphone et qu'il se déverrouille en regardant votre visage, c'est de l'intelligence artificielle derrière, mais ça marche. Vous n'allez donc pas poser la question. Même quand ça ne marche pas, vous n'allez pas forcément poser la question. Quand votre ordinateur plante pour des raisons, le dicton, c'est dans le doute reboot, c'est-à-dire dans le doute on redémarre. Vous n'avez aucune idée pourquoi la machine a planté, mais vous avez un moyen de résoudre le problème, c'est-à-dire de restaurer l'ordinateur à son état de démarrage, celui qui n'est pas corrompu par les opérations qu'il a fait en tournant pendant 10 heures. Lorsque ça marche, ou que vous avez un moyen trivial de résoudre le problème et de faire que ça marche, vous n'allez pas forcément avoir la curiosité de chercher pourquoi ça ne marche pas. Parlons peut-être maintenant aussi des garde-fous. Oui. J'ai abordé le sujet tout à l'heure. Le jour où on atteindrait une intelligence artificielle générale, peu importe vraiment la définition précise et claire de générale, c'est un autre débat, mais il serait question d'avoir des IA bienveillantes, alignées sur nos valeurs, idéalement, et qui pourraient nous protéger éventuellement d'IA malveillantes.
Et donc, certains disent, comme à l'heure actuelle, il y a des systèmes de sécurité qui nous protègent d'attaques malveillantes, eh bien, à l'avenir, on aurait des IA générales qui seraient capables de nous protéger d'IA qui ne sont pas alignés avec nos valeurs, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui se tient ou bien est-ce qu'il y a un problème? Alors, je conçois cet argument, mais ceci n'est pas une objection, ceci est une reformulation du problème. Tu as mentionné les problèmes de cybersécurité. On veut avoir des protections contre les attaques de cybersécurité, mais on ne va pas partir du principe qu'on a résolu le problème. Je veux avoir une IA générale bienveillante. C'est tout le problème. Alors, les problèmes, par exemple, d'attaque vont s'amplifier à cause des IA. Oui. Ou bien est-ce que ça va être la même chose puisque nous aurons toujours, d'une part, les actes malveillants générés avec l'IA, causés par l'IA, mais d'autre part, des systèmes de plus en plus performants de sécurité puisque l'IA va progresser dans les deux branches. Mon commentaire habituel est qu'il y a un problème qui arrive avant le deuxième. Il y a deux types d'intelligence artificielle malveillante. Alors, malveillante suppose une volonté. Généralement, la volonté correspond soit à la façon dont l'humain dirige la machine, soit ce qui a été mis dans la machine. C'est pour ça qu'en général, quand on parle de problèmes qui sont issus des IA, donc on a 3 catégories, mais là on va parler que 2, c'est les accidents et les usages malveillants. Les accidents, c'est je voulais faire quelque chose qui m'intéresse, je n'ai pas anticipé les problèmes que ça allait causer, je démarre ma machine, ça cause des problèmes. Donc là, il n'y a pas fondamentalement de la malveillance, c'est plus de la négligence. Ça fait des conséquences négatives, mais c'est un problème de négligence. Les usages malveillants, c'est quand on n'a pas de problème et que la machine fait ce qu'on veut, mais que l'humain derrière l'utilise du coup comme outil, puisqu'il peut la contrôler, afin de causer des dégâts. Donc pour attaquer, pour causer des dommages, et ainsi de suite. En supposant qu'on puisse contrôler les machines, dans ce cas, là, ma réponse devient évidente, c'est oui, une machine plus puissante peut être employée de façon plus destructive à des fins malveillantes parce qu'elle est plus destructive et qu'on peut la diriger vers où on veut. Donc, au fur et à mesure que l'intelligence artificielle se développe et que des outils qui, pour l'instant, restent des outils, deviennent plus puissants, alors ils peuvent être plus facilement utilisés pour causer plus de dégâts. Et là, mon exemple extrêmement classique de 2024, c'est les deepfakes. La génération d'images à des fins de désinformation, d'humiliation, c'est les deux principaux. Si aujourd'hui, vous pouvez générer une image, une conversation entre deux figures politiques qui est impossible à distinguer de la réalité, vous pouvez vous en servir pour faire de l'information. Si vous pouvez plaquer le visage de n'importe qui et lui faire faire les actes que vous voulez et le poster sur Internet, il n'a jamais été aussi facile de harceler quelqu'un. Il y a une différence entre l'état d'il y a 20 ans où ça demandait des ressources compliquées, c'était pas impossible, c'était juste compliqué à le faire, par rapport à 2024 où, en 1 heure ou 2 et un peu de motivation, c'est l'équivalent d'un claquement de doigts par rapport à il y a 20 ans. Ceci parce que nous avons des modèles de production d'images, parce que la technologie en intelligence artificielle avance et permet de faire des choses plus facilement, plus rapidement, à plus grande échelle qu'avant. Là, ce sont des outils. Il n'y a pas de problème de contrôle ou de génération d'images qui va commencer à faire n'importe quoi parce qu'ils font un truc et qu'on sait exactement ce qu'ils font dans un cadre bien délimité. Il n'empêche que le résultat peut être utilisé par des humains pour causer des dégâts. Utilisation malveillante d'un outil. L'outil est bien cadré, l'utilisation ne l'est pas. Je reviens aussi sur ce que tu avais dit en introduction quand tu t'es présenté. Ouais. Tu dis, j'aimerais bien survivre. Alors, est-ce que c'est une phrase au premier sens ou bien au sens figuré?
Alors tu vas me répondre, mais est-ce que c'est plutôt cela ou bien plutôt l'idée de vraiment mourir à cause de l'IA? Et là, j'avance une autre affirmation qu'on entend parfois, c'est que les scénarios catastrophes de super-intelligence seraient là pour faire la promotion des labos d'IA. Il y a un côté conspirationniste peut-être là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que, pour en venir à cela, parce qu'on parlait donc de deepfakes, d'attaques, qu'est-ce qui fait que tu en viens à dire que tu aimerais survivre? Euh, Alors, pour répondre à ta première question, je suis très littéral. Je m'attends à ce que si un système d'IA suffisamment puissant est développé dans les prochaines décennies, bon, j'espère survivre jusque-là indépendamment de ça, mais euh, si un système d'IA suffisamment puissant est développé dans les prochaines décennies, sans mesure de sûreté, je ne m'attends pas à survivre, je ne m'attends pas à ce que tu survives, je ne m'attends pas à ce que quiconque survive. Et je suis très littéral là-dessus. Pourquoi Et là, je reprends l'autre branche, pas la malveillance, la négligence. On déploie des systèmes de plus en plus puissants en leur laissant une certaine autonomie parce qu'on leur fait confiance dans leurs décisions. Le troisième point qui devient très dangereux, c'est que lorsqu'on donne une mission à une machine et qu'on ne met pas de garde-fou suffisamment fort dessus, ou s'il y a la moindre faille d'interprétation dans la mission qui a été donnée à la machine, un système d'intelligence artificielle à qui on laisse suffisamment de latitude a la même liberté d'action que les humains. C'est-à-dire, si je veux remplir mieux ma mission, il me faut de l'énergie, il me faut des ressources, il faut que je sois robuste aux attaques. C'est-à-dire, si on le définit très mal, il faut que personne ne puisse contrecarrer ma mission. Obtenir des ressources pour une machine, si elle est suffisamment performante, c'est un problème de comment je gagne le contrôle de la production énergétique. Pas tout, pas nécessairement tout de suite, mais suffisamment pour que je puisse continuer à tourner. Comment j'acquiers plus de ressources pour garantir mon propre fonctionnement. Et là, le problème, c'est que cette notion de survie, là, cette notion de je veux continuer à faire ce que je fais, ça ressemble très fortement à je joue le jeu de la survie, je joue au jeu de la civilisation. C'est-à-dire que je suis en compétition directe avec des humains qui eux aussi ont besoin de ressources, qui aussi ont le contrôle d'un certain territoire. Et on ne veut pas qu'une machine soit meilleure que nous au petit jeu de la survie. On ne veut pas se trouver en opposition face à une machine qui est plus compétente que nous à potentiellement n'importe quel métier. Le problème, c'est que perdre pour l'humanité, c'est généralement pas survivre. C'est de la même façon que les mammouths laineux voulaient très fortement survivre, et puis en face, il y avait des humains qui avaient une mission, c'est-à-dire acquérir des ressources pour survivre, pour manger. Il se trouve que l'effet secondaire de les humains veulent manger, ils veulent pas nécessairement conquérir le monde, les mammouths sont tous morts. Et c'est pas nécessairement une volonté de l'humain de faire en sorte que les mammouths s'éteignent, c'est juste un dommage collatéral. Est-ce que des systèmes aussi avancés d'IA peuvent rester à l'état numérique pour causer ce genre de problématiques? Ou bien est-ce qu'on doit aussi attendre la création de robots comme on en voit de plus en plus d'ailleurs, comme Optimus? Il y a besoin de donner un corps à ces systèmes. Alors, tel que tu poses la question, il n'y a pas besoin de leur donner un corps. Deux objections à ça. Premièrement, si une machine est suffisamment compétente et que avoir un corps physique lui permet de faire des trucs dans le monde, la machine va se doter, prendre le contrôle ou même demander à des humains de faire des trucs dans le monde physiquement. La deuxième réponse plus rapide, c'est il n'est pas exclu que en fait, des humains eux-mêmes leur donnent le contrôle sur des robots parce que c'est utile. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? La machine n'est pas assez compétente.
qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Donc, il suffit de ne pas suppose que tout le monde suit cette directive. Là, vous n'êtes pas en train d'aligner des machines, vous êtes en train d'essayer de convaincre des humains, ce qui est un problème autrement plus compliqué. Est-ce que pour réaliser sa mission, est-ce que avoir un corps est utile pour la machine? Dans ce cas, soit la machine a suffisamment de liberté d'action pour en faire un, soit aussi, généralement, la liberté, un des trucs qu'on va laisser comme possibilité à la machine, c'est de communiquer avec des humains. C'est de dire, bon, ben voilà, j'ai un plan très efficace pour remplir ma mission, mais pour ça, j'ai besoin de ça. Auquel cas, en général, pour avoir un impact sur le monde physique, il va falloir un moyen d'interagir avec le monde réel. Si c'est pas par un bras robotisé, ce sera par des humains et leurs outils. Alors, merci Jérémy. On ne pourra pas tout aborder dans un seul podcast, mais il me reste une idée là qui me vient d'argument, c'est s'il y a un problème, on peut débrancher l'IA. Ça dépend. Est-ce qu'on pourra toujours débrancher l'IA? Aujourd'hui, on a 2 moyens de débrancher un système informatique. Il y a la méthode du gros bouton rouge, c'est-à-dire je constate que ma machine fait n'importe quoi. J'ai à ma disposition un gros bouton rouge qui va l'arrêter. C'est l'équivalent de tirer sur la prise. Pourquoi ça marche? Parce que la machine ne peut pas anticiper qu'elle va se faire débrancher et qu'elle n'est pas en train de faire une stratégie pour « il faut que je continue à fonctionner ». L'équivalent pour des machines un peu puissantes où c'est un peu difficile d'appuyer sur le gros bouton rouge, c'est une voiture lancée à pleine vitesse. L'équivalent de votre gros bouton rouge, c'est la pédale de frein. Vous dites à la machine, arrête-toi, et ça va entraîner. Il n'y a pas de notion de stratégie, et notamment dans les plans que peut faire une machine pour résoudre un problème, si elle fait de la planification, il n'y a pas de notion de bouton rouge. C'est quand on appuie sur le bouton rouge, c'est quelque chose que la machine ne considère pas du tout. Lorsqu'on conçoit et qu'on lance des machines qui ont une meilleure compréhension du monde, alors leur compréhension inclut, au fait, là, constate que je suis branché à la prise. Imaginons que ce soit un petit robot aspirateur qui soit branché à la prise et qu'il y a 3 mètres de câble. Le robot va très vite se rendre compte que, ah zut, j'ai pas envie d'être débranché. Je vais peut-être essayer de trouver plus de longueur de câble, ou je vais me débrouiller pour pas qu'on me débranche. Parce que dans ce contexte, le robot ne peut pas accomplir sa mission s'il se fait débrancher. Donc, une nécessité dans la programmation de la machine, c'est de faire comprendre au robot ou à la machine que ne te laisse pas débrancher parce que tu pourras plus aspirer le reste. C'est différent de évite de te faire débrancher parce que tu as fait n'importe quoi et qu'un humain va te débrancher. Il faut, pour pouvoir débrancher une machine, il faut mettre dans le programme de la machine une méthode pour différencier un humain te débranche parce que tu fais n'importe quoi et un humain te débranche et c'est un problème. La plupart des machines aujourd'hui, il n'y a pas ce genre de subtilité. Il n'y a pas ce genre d'anticiper exactement à quel moment tu risques d'avoir un obstacle. C'est soit la machine fait n'importe quoi et indépendamment de ça, on va l'arrêter sans que la machine puisse y faire quoi que ce soit. Soit la machine peut y faire quelque chose et à ce moment-là, il faut être vraiment sûr, et ça on ne sait pas faire aujourd'hui, j'insiste là-dessus, on ne sait pas faire aujourd'hui, on ne sait pas coder la différence entre un humain qui arrête la machine et c'est normal, et un humain arrête la machine et c'est pas normal. La notion de normal est une reformulation du problème fondamental de l'alignement. On ne sait pas comment expliquer à la machine comment faire la différence entre les moments où elle a raison
face à l'humain parce qu'elle est plus rapide, parce qu'elle décide mieux, parce qu'elle réagit plus rapidement. Compte, la machine doit faire confiance à l'humain, même si l'humain a l'air de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, par exemple, dans les voitures, quand vous êtes sur le verglas, les humains ont tendance à faire n'importe quoi avec leur volant quand la voiture commence à déraper. Il y a un système complètement automatisé dans la voiture qui prend le contrôle de la direction quand on détecte qu'elle se met à glisser. Et à ce moment-là, la voiture ne répond plus au volant parce qu'on a mis dans sa programmation, dans cette situation-là, l'humain peut dire ce qu'il veut, il n'a plus le contrôle. Pour une IA qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus puissante et beaucoup plus versatile qu'une voiture, où on sait définir précisément quand la machine a le contrôle ou quand l'humain a le contrôle, on ne sait pas faire. Merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces détails, toutes ces réponses à des arguments qu'on peut entendre. Et parfois, c'est pas juste des arguments, c'est aussi des réflexions que des gens peuvent se faire parce que ça demande beaucoup de temps pour appréhender tous ces sujets-là. J'ai un commentaire supplémentaire d'ailleurs, un peu plus général en prenant du recul. Le problème de l'alignement et du contrôle de l'intelligence artificielle, toutes les questions que tu m'as posées sont des questions parfaitement intuitives. Ce sont des questions légitimes qu'on peut se poser parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'IA super puissante et ainsi de suite. On essaie d'en construire, mais on ne les a pas encore. La plupart de ces objections, elles datent. C'est-à-dire, si vous avez des objections, à moins que vous soyez là depuis longtemps, vous pouvez vous assurer que elles ont déjà été posées il y a 15 ans, 20 ans, à l'époque où ce n'était que des problèmes théoriques. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, je vais possiblement donner l'impression d'avoir réponse à tout. Parce qu'il y a des principes généraux qui permettent de répondre à cette question. Parce que ce sont des questions, parce qu'il y a des intuitions derrière qui me permettent d'avoir presque réponse à tout. Et aussi parce que tu n'es pas le premier à me poser ces questions. Je tiens juste à pointer que si vous trouvez une faille dans mon argumentation, c'est très possible. On peut en discuter. Enfin, ce podcast a une fin, mais le problème est toujours là. Et on va continuer à discuter de pourquoi telle solution va probablement marcher, pourquoi ça ne va pas marcher. Il faut continuer la discussion. S'il y a un message s'il y a un message que je veux faire passer, c'est les objections sont légitimes, mais les objections ont des réponses. On a des raisons de penser que ça ne va pas être aussi simple que insérer ici votre solution évidente. Sinon, on ne se ferait pas autant de soucis. S'il y a des réactions à ce que tu as énoncé, formulé, ou s'il y a des questions qui découlent de ce dont tu as parlé, nous, on en tiendra compte dans les commentaires et on pourra y revenir une prochaine fois si l'occasion se présente, si tu l'acceptes aussi. Alors, pour terminer, Jérémy, j'ai une dernière question. Pause IA appelle à mettre en pause, comme son nom l'indique, le développement des intelligences artificielles afin d'assurer la sécurité des modèles. Est-ce que tu considères qu'il y a d'autres possibilités prometteuses qui nous permettraient d'éviter des catastrophes? Oui, mais elles sont moins prometteuses. La raison pour laquelle je soutiens une pause dans le développement de l'IA avancée, c'est parce qu'on a besoin de temps. On a besoin que la recherche en sûreté rattrape la recherche en capacité des IA. C'est parce que aujourd'hui, on aurait pu essayer de réguler les grands labos de recherche. On n'a pas réussi pour l'instant. Mon problème, c'est que j'estime qu'on n'a pas le loisir d'attendre. Il est plus simple, plus direct de faire une pause, qu'on fasse progresser la recherche en sûreté, plutôt que d'essayer encore longtemps de convaincre que peut-être il faudrait réguler des acteurs économiques qui ne sont pas très motivés à être régulés, mais
dans un autre sens, même si j'estime qu'une pause est nécessaire, ce sera pas suffisant. Faire une pause, si on faisait une pause pendant 6 mois et qu'il n'y avait pas derrière des investissements massifs en sûreté pour profiter de cette pause, la pause n'aura servi à rien et il est peu probable que le monde accepte de refaire une pause parce que on n'en a pas vu les bénéfices. J'estime qu'une pause est, pour moi, le meilleur moyen aujourd'hui de se donner du temps pour résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, une pause est la plus prometteuse possible parce que toutes les actions plus subtiles ont jusqu'ici échoué. Nous n'avons pas le loisir de la subtilité. Et encore une fois, la pause se fait sur les systèmes les plus puissants, les systèmes qui causent le plus de risques, la frontière du développement en IA. La plupart de la recherche en intelligence artificielle n'est pas à la frontière, a plein de bénéfices aujourd'hui sur des systèmes plus spécialisés que l'on peut mieux cadrer. Il y a des gains immenses qui peuvent être réalisés dessus. Ils ont aussi des problèmes, mais le développement des modèles à la frontière, à la pointe, doit s'arrêter. Et pourquoi s'arrêter maintenant plutôt que attendre plus tard, quand on aura des vrais problèmes plus catastrophiques? Pour l'instant, si les plus puissants c'est ChatGPT, ben on n'a pas encore vu la catastrophe. Vous voyez? On prend sur un point un peu plus politique, qui est s'il n'y a pas de volonté de faire une pause maintenant, ça va être très difficile de convaincre le monde de faire une pause plus tard, quand le monde sera encore plus dépendant de ces systèmes, que ces systèmes seront encore plus utiles et plus dangereux. On veut anticiper les problèmes généraux. Et la meilleure manière d'anticiper ces problèmes, c'est de faire une pause maintenant. Merci Jérémy. Merci beaucoup pour toutes tes réponses, toutes les informations que tu as pu nous offrir. On est ravis, on espère qu'on pourra refaire ce genre de format avec toi. C'est très possible. Ah, c'est génial, on est ravis. À une prochaine. À une prochaine. Merci Gilles.